Nami. Derrière son sourire radieux, ses colères légendaires et son obsession pour l'argent, Nami cache l'une des histoires les plus déchirantes de tout l'équipage. Tout commence avec la guerre. Elle et sa sœur Nojiko sont orphelines, ramassées sur un champ de bataille, seules, affamées, perdues. Une lumière apparaît alors dans leur nuit. Belle-mère, une ancienne marine qui décide de les adopter malgré sa propre pauvreté. 3 femmes, une maison modeste, des mandarines, des rires, un bonheur fragile, mais vrai. Et puis Arlong arrive. Le tyran Arlong prend le contrôle du village de Kokoyashi. Il impose un impôt pour chaque vie. Belle-mère n'a assez d'argent que pour 2 personnes. Elle choisit de ne pas mentir, de rester fière, de dire qu'elle a 2 filles. Résultat, une balle en pleine poitrine, sous les yeux de Nami. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Arlong remarque le talent de Nami pour la cartographie, il la kidnappe, il la force à dessiner des cartes pour lui. Une enfant enfermée dans un monde d'adulte avec pour seule arme son crayon et une promesse. Si elle réunit 100 millions de berries, elle libérera son village. Alors elle vole, elle ment, elle souffre. Chaque pièce récoltée est un pas vers sa liberté. Mais au moment de tout lui remettre, les marines débarquent, confisquent l'argent, complices d'Arlong. Toute une vie de souffrance pour rien. Ce jour-là, Nami craque, elle s'effondre. Elle plante son couteau dans le sol et vers elle-même, encore et encore, hurlant son impuissance. Jusqu'à ce qu'un marine se pose sur son épaule, celle de Luffy, et ce jour-là, Nami redevint libre. Sanji. Naître dans la famille Vinsmoke, c'est déjà un calvaire. Mais être celui qu'on considère comme le raté du clan Germa 66, c'est vivre un enfer. Sanji, lui, n'est pas un enfant, il est une erreur. Un déchet aux yeux de son propre père, Judge. Un homme obsédé par la génétique, la puissance, et complètement allergique à l'amour parental. Tandis que ses frères développent des corps surhumains, Sanji, lui, reste humain. Trop humain. Sensible, compatissant. Et dans cet enfer, son seul réconfort, c'était sa mère. Une femme douce, malade, mais lumineuse. Elle croyait en lui et elle aimait tel qu'il était. Mais elle est morte. Eh oui, parce que vous avez cliqué sur cette vidéo pour voir des gens souffrir. Alors bienvenue. Prenez une chaise et profitez. Après ça, c'est la descente. Il est abattu, moqué, humilié, enfermé dans un cachot avec un masque de fer pour cacher la honte de sa famille. Sa seule alliée, Reiju, sa sœur qui tente de le protéger en silence à l'abri des regards. Un jour, il s'échappe, il fuit, monte à bord d'un navire et là, naufrage. Échoué sur un îlot rocheux avec un ancien pirate, Zeph, ils n'ont qu'un seul sac de nourriture. Sanji croit que Zeph a tout gardé pour lui, mais à la fin, il découvre l'horreur. Zeph, lui, a tout donné et a mangé sa propre jambe pour survivre. C'est plus qu'un mentor, c'est le père, le premier. Sanji devint cuisinier, nourrir les autres devient son combat, son expression de gratitude, sa revanche. Mais même après ça, le passé revient le hanter. À Whole Cake Island, il est forcé de renouveler avec cette famille qu'il avait fui pour un mariage politique avec Pudding. Rejeté par son père, méprisé par ses frères, manipulé par Big Mom, le petit garçon brisé refait surface, mais Sanji, même à genoux, ne se brise pas. Parce qu'il a trouvé une autre famille, un équipage, une table où il peut cuisiner et être lui-même, les Mugiwara. Koala. Koala ne souriait pas pour être joyeuse, elle souriait parce qu'elle flippait pour sa vie. Son sourire était une protection, un masque appris dans l'horreur. Un peu comme quand mon père me demandait si j'avais compris la même table de multiplication qu'il m'expliquait depuis 2 heures déjà. Je disais oui et je souriais, parce que ma survie en dépendait. Enfant esclave vendue au plus offrant, elle avait été conditionnée pour sourire constamment, sous peine d'être punie. Battue, dressée, brisée, à tel point qu'elle avait oublié ce que voulait dire jouer, parler librement, ou simplement exister. Et puis un jour, elle fut libérée par les Sun Pirates, ces géants des mers que les humains lui avaient appris à craindre. Mais ce sont eux qui l'ont sauvée, nourrie, soignée et respectée. Et pourtant, même dans leur navire, elle continuait à sourire mécaniquement. Jusqu'à ce que Fisher Tiger lui dit qu'elle a le droit de pleurer, que ce n'est pas un crime. Là, il balance son arme et les autres font de même. Et là, elle craque. Elle pleure pour de vrai. Pas de peur, pas de douleur, juste le trop-plein. Le moment où elle comprend qu'elle n'a plus besoin de sourire bêtement pour survivre. Ce jour-là, Koala a réappris à être une enfant, grâce à eux, grâce à la bonté, grâce à Fisher Tiger. Et ce jour-là, ce n'est pas juste une petite fille qui a été sauvée, c'est un futur symbole de liberté qui est né. Chopper. Il ne voulait pas devenir un monstre, il voulait juste qu'on l'accepte. Tony Chopper naît reine, mais pas comme les autres. Avec un nez bleu, déjà, il fait tâche dans le troupeau. Rejeté, frappé, isolé, et puis un jour, il mange le Ito no Mi, un fruit du démon. Et là, tout bascule, il devient quelque chose. Un être entre 2 mondes, trop humain pour les reines, trop animal pour les humains. Il essaye de se rapprocher des hommes et on lui tire dessus.
Il fuit, blessé, perdu dans la neige, et c'est là qu'il tombe sur le docteur Ireluc, un vieux médecin loufoque, un peu fou qui croit que la médecine peut guérir même un pays malade. Ireluc ne voit pas un monstre, il voit un garçon. Et pour la première fois, Chopper entend ces mots. Tu peux être utile, tu peux devenir médecin. Ils vivent ensemble comme père et fils, ils rient, ils mangent, ils rêvent. Mais Ireluc est malade, il va mourir. Chopper le découvre et dans un élan de désespoir, il cherche un remède. Il tombe sur un livre, voit un champignon soi-disant miracle et brave Montagnier loup pour le rapporter, mais c'était un poison. Ireluc le sait, il le mange quand même. Pas pour guérir, mais pour remercier Chopper, pour lui montrer que son effort compte. Et avant que le poison ne fasse effet, il monte seul sur une colline, face à la garde médicale de Drum, et prononce ces derniers mots inoubliables. Quand croyez-vous qu'un homme meurt? Quand il est touché par une balle? Non. Quand il est atteint d'une maladie incurable? Non plus. Quand il mange un champignon empoisonné? Non. Un homme meurt quand il est oublié. Et là, il se fait exploser, pas pour s'enfuir, pour laisser une image inoubliable, pour que sa vie ne soit jamais oubliée. Chopper pleure, hurle, se sent responsable. Mais ce jour-là, il devient médecin pour de vrai, non pas pour sauver des corps, mais pour sauver des vies. Frankie. Frankie, à l'époque connu sous le nom de Cutty Flamme, n'a jamais voulu devenir un héros. Lui, ce qu'il voulait, c'était construire. Des bateaux, des machines, des rêves de métal et de feu. Un gamin excentrique, bruyant, un peu trop fier, mais avec des mains d'or et un cœur loyal. Il est recueilli par Tom, un maître charpentier légendaire, l'homme qui a construit l'Euro Jackson, le navire du roi des pirates. Pour Tom, peu importe que Frankie soit imprudent ou brouillon, il voit en lui un futur géant de la mer, et il l'élève comme son fils, avec Iceberg, dans un petit chantier naval de Water 7. Frankie construit alors des armes, les Battle Frankies, des bateaux blindés, armés, dangereux. Pour lui, ce sont des jouets, mais le gouvernement mondial y voit autre chose, une excuse. Car quand les agents du CP5 viennent réclamer les plans de l'arme antique Pluton, Tom refuse. Alors il fabrique un faux crime. Ils utilisent les Battle Frankie de Frankie pour accuser Tom lui-même. Et résultat, condamnation à mort. Frankie est dévasté, il hurle, il supplie, il tente de stopper le convoi qui emmène son mentor. Et dans un geste insensé, il se jette sur les rails face au Puffing Tom, un train lancé à pleine vitesse. L'impact est brutal, son corps est littéralement détruit, mais il survit. Avec des morceaux de métal, des boulons, des plaques de fer, il se reconstruit. Tout seul, membre par membre, il devient cyborg non pas par choix, mais par douleur. Brooke. Brooke, le squelette qui rit, le gentleman musicien, l'âme de la fête. Mais derrière les notes se cache le silence. Il était membre des Rum Bar Pirates, une bande joyeuse et insouciante. Ils chantaient, riaient, et surtout ils avaient une promesse, revenir auprès de la Boone, cette baleine qu'ils avaient laissée derrière à Rivers Mountain. Mais dans le triangle floridal, tout s'écroule. Attaqués, empoisonnés, un à un, ils tombent. Mais avant de mourir, ils chantent une dernière fois pour la Boone, pour le souvenir. Brooke, lui, revient à la vie grâce au Yomi Yomi Nomi. Mais son âme se perd dans le brouillard. Il revient, mais trop tard. Son corps est devenu un squelette, et autour de lui les cadavres de ses amis. Il reste seul. Des décennies dans un bateau fantôme, son seul réconfort, un tone dial avec leur dernière chanson. Et le rêve intact de revoir la Boone. Brooke a tout perdu, mais il n'a jamais oublié. Il chante encore pour ceux qui ne le peuvent plus. Oden. Kozuki Oden, ce n'était pas juste un samouraï, c'était un feu vivant. Un homme trop grand pour le pays qu'il aimait, trop libre pour être contenu. Jeune, il brisait déjà toutes les règles. Il riait fort, vivait fort, mangeait fort. Il était insupportable mais charismatique. Un jour, il quitte Wano, chose interdite, pour parcourir les mers avec Barbe Blanche, puis Goldie Roger. Il découvre la vérité du monde, le siècle oublié, Loud Tale, et pourtant il revient à Wano, parce que c'est son pays, son peuple. Mais ce qu'il retrouve, c'est un enfer. Kaido et le shogun Koruzomi Orochi ont pris le pouvoir. Oden a le pouvoir de se battre, le pouvoir de les vaincre, mais il choisit un autre chemin. Pendant 5 ans, il danse dans la rue, humilié, ridiculisé, moqué par ceux qu'il veut sauver. Et pourquoi? Parce qu'il a passé un marché avec Kaido pour épargner la population. Et il y croit. Mais il est trahi, condamné à mort, et il est plongé dans une cuve d'huile bouillante. Mais Oden, encore une fois, dépasse l'impossible. Il porte ses 9 fidèles sur les planches de bois, les bras tendus pendant 1 heure entière, pour qu'ils vivent, pour qu'ils se battent plus tard, et quand enfin son corps lâche, il meurt en riant. Un vrai roi. Trafalgar dit Waterloo. Trafalgar Law, le chirurgien de la mort, calme, froid et calculateur. Mais avant de manier le scalpel, il a connu l'enfer.
Il vient de Flevance, aussi appelée la Ville Blanche. Pas pour ses plages paradisiaques, mais à cause de l'ambre plombé. Un minerai rare, précieux, et aussi légèrement mortel, mais bon, détail mineur. Tout le monde devient riche et malade, mais pas de panique. Le gouvernement est au courant, les nobles aussi, et tous ferment bien leur gueule pour ne pas casser le business. Quand la vérité éclate, on ne soigne pas la population, non, 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 on la massacre. Et, au milieu de ce carnage, un enfant de 10 ans, Trafalgar Law. Il voit sa ville brûler, sa famille abattue, sa sœur mourir sous ses yeux. Il s'échappe avec une douleur dans le cœur et une haine brûlante dans l'âme. Il n'a plus que quelques années à vivre, il compte les utiliser pour détruire le monde. C'est là qu'il rencontre Don Quichotte Rocinante alias Corazon, un homme étrange, maladroit mais profondément bon, qui est le seul à croire que l'eau mérite de vivre. Il l'emmène, le soigne, cherche un remède à sa maladie incurable et il finit par trouver le Hopi-Opinomi, un fruit inestimable, mais pour que l'eau l'obtienne, Corazon doit le voler, au nez et à la barbe de Doflamingo, son propre frère. Corazon réussit, mais au prix de sa vie. Devant les yeux de l'eau, le seul adulte qu'il ait jamais aimé meurt en silence, incapable de crier, car Corazon a utilisé ses pouvoirs pour empêcher qu'on entende ses hurlements. Que dire, c'est peut-être l'une des backstories de One Piece qui m'a le plus marqué personnellement. Nico Robin. À 8 ans, Nico Robin est déjà une criminelle. Pas parce qu'elle a tué, pas parce qu'elle a volé, mais parce qu'elle sait. Elle est née sur l'île de Hara, un sanctuaire du savoir où les érudits étudiaient les poneglyphes et cherchaient la vérité sur le siècle oublié. Sa mère, Nico Olvia, est partie pour cette mission. Robin a grandi seule, entourée de livres, mais rejetée par les enfants appelés monstres pour ses pouvoirs de fruit du démon. Son seul ami, Jaguar Soul, un géant au rire étrange mais au cœur immense. Il lui apprend à rire, à croire, à vivre un peu. Mais un jour, tout s'effondre. Le gouvernement mondial découvre les recherches des érudits. Verdict, Buster Call, une sentence de mort. Les navires de guerre s'abattent sur O'Hara, les érudits brûlent avec leurs livres, Saul disparaît en protégeant Robin, sa mère meurt en lui disant au revoir. Robin s'échappe et devient la seule survivante d'un génocide intellectuel. Elle hérite d'un savoir interdit et d'une prime sur sa tête à 8 ans. Dès lors, elle fuit, se cache, rejoint des criminels, se fait trahir encore et encore. Elle apprend à ne plus jamais faire confiance à personne, car ceux qui l'aiment finissent toujours par mourir jusqu'au jour où elle rencontre les Mugiwara. Jusqu'au moment où elle prononce ces mots « Je veux vivre ». Et dans ce cri, Robin ne demande pas juste à être sauvée, elle demande enfin le droit d'exister en paix. Bartholomew Kuma. C'est peut-être le personnage le plus tragique de tout One Piece. Franchement, il coche toutes les cases. Souffrance, sacrifice, mutation en grippin humain. Dès l'enfance, le mec est brisé. Esclave, capturé avec ses parents pour le simple crime d'être né Buccaneer. Une race haïe par les dragons célestes. Sa mère meurt sous les coups. Son père abattu juste parce qu'il a chanté une chanson. Ouais, même chanter peut être un crime dans ce monde. Bienvenue dans One Piece version hardcore. Puis vient la cerise sur le trauma, le jeu des natifs. À God Valley, un jeu où les règles sont simples. Si t'es un esclave, tu cours. Si t'es un noble, tu tires. Ah, elle est pas belle la vie. Kuma s'échappe, mais il ne choisit pas la vengeance, non. Il soigne, il libère, il aide. Il devient roi du royaume de Storbet, puis père adoptif de Boonie, qui l'aime comme sa propre fille, mais quand elle tombe gravement malade, Kuma fait le choix qu'aucun père ne devrait avoir à faire. Il vend son corps, littéralement. En échange d'un traitement pour Boonie, il devient un pacifista. Un robot, une arme. On lui retire ses souvenirs, son humanité. Et pourtant, même transformé en pacifista géant, Kuma garde une lueur de volonté. À Sabaody, face à Kizaru, il sauve les Mugiwara, un dernier acte discret et noble. Il les disperse non pas pour les séparer, mais pour leur donner une chance. Kuma, c'est le gars qui a tout perdu, même sa mémoire, mais jamais son cœur. Le seul truc qu'il a gardé, sa Bible, et franchement, vu tout ce qu'il a traversé, il mérite bien une ligne rien qu'à lui là-dedans. Si t'as tenu jusqu'ici, t'as sûrement ressenti quelque chose, non? Et si t'es comme moi, t'as peut-être reversé une petite larme. Alors dis-moi, quelle est pour toi la backstory la plus déchirante de One Piece? Ou si j'ai oublié certaines histoires, dis-le moi en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, parce que d'autres histoires tragiques, épiques ou complètement dingues arrivent très bientôt.